Depuis plus d'un an maintenant, les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter. D'ailleurs, on vient tout juste d'atteindre la barre des 4% pour certains financements, un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Face à ce contexte, le Haut Conseil de la stabilité financière a durci récemment les conditions d'octroi au prêt. Bref, à première vue, on traverse un contexte peu favorable pour investir dans l'immobilier à crédit. Cependant, il y a certains détails que les banquiers n'évoquent pas. Des détails qui devraient encourager la plupart des investisseurs immobiliers. Bonjour à tous, je suis Philippe Héra, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leurs opérations immobilières. Aujourd'hui, je vais vous faire quelques révélations que votre banquier a oublié de vous préciser. Si vous envisagez d'investir dans l'immobilier pour générer de profits, vous devez savoir ça. Des conditions d'octroi de prêt qui s'assouplissent un peu. La première bonne nouvelle concerne l'élargissement des dérogations accordées aux banques pour dépasser le taux d'endettement maximum. Car pour rappel, depuis début 2022, le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, avait durci les conditions d'octroi des prêts immobiliers. Des restrictions que les banques doivent respecter scrupuleusement. Plus précisément, le taux d'endettement de l'emprunteur, soit les ratios entre ses charges d'emprunt et son revenu, ne doit pas excéder 35%. Ce que les banques ne disent pas, c'est qu'une permission leur est accordée pour déroger à ces règles. C'est le cas pour 20% de leur dossier de crédit immobilier. Mais à condition qu'au sein de ces 20%, 80% servent à financer des résidences principales et non des résidences secondaires ou d'investissements locatifs. Et c'est sur ce dernier point que les choses améliorent pour les emprunteurs qui investissent pour le louer. Suite à une décision publiée le 1er juillet 2023, l'exigence de 80% ci-dessus a été assouplie à 70%, les 30% restants sont désormais libres d'affectation. Autrement dit, les banquiers ont plus de souplesse pour accorder les dossiers qui sortent des normes préconisées par le HCSF. Sachant que pour la plupart, il s'agit souvent d'investissements immobiliers locatifs. Une amélioration de la contrainte de taux d'usure. Depuis la hausse des taux récentes, ce qui bloque le plus d'investisseurs immobiliers pour obtenir un prêt, ce n'est pas leur endettement, c'est la notion de taux d'usure. Les taux d'usure sont les taux maximums auxquels les banques sont autorisées à vous prêter de l'argent. Et cette année, c'est la première fois depuis 2012 que le taux d'usure dépasse la barre symbolique des 5%. Malheureusement, le taux d'usure est une valeur légale à laquelle les banques ne peuvent pas déroger. Pour déterminer les taux d'usure, la Banque de France se réfère au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent. Alors, même si les banques peuvent déterminer librement le taux d'intérêt qu'elles appliquent, elles restent limitées par ce fameux taux d'usure. Quand il est atteint, c'est un refus de prêt immédiat, même si votre endettement est bon. À la base, ce taux plafond est mis en place pour protéger les emprunteurs des taux abusifs pratiqués par certaines banques. Le problème, c'est que ce taux réglementaire n'a aucun lien avec l'endettement personnel. Alors, dans ce contexte, voici la deuxième bonne nouvelle. Normalement, le calcul de taux d'usure a lieu tous les trimestres. Comme il a été accusé de bloquer encore plus d'accès au crédit, le seuil d'usure est désormais calculé une fois par mois depuis le 1er février 2023. Sauf indication contraire, la mesure devrait prendre fin au 1er février 2024. Et visiblement, les impacts positifs se font déjà ressentir sur les statistiques. Grâce à elle, les banques peuvent prêter de l'argent à des taux plus importants et reconstituer leur marge sur le crédit. Bien entendu, votre endettement doit pouvoir assumer un taux d'emprunt supérieur à 4% désormais. Les banques ont besoin de faire des crédits immobiliers. Étant donné la vitesse à laquelle la BCE augmente ses taux, soit 1 point en 6 mois en début d'année 2023, on sait ce qui nous attend pour 2024. La barre des 5% sera certainement franchie. Mais, contrairement à ce qu'on pouvait croire, ça peut être une bonne nouvelle pour certains investisseurs. Surtout pour ceux qui enchaînent le refus de prêt en ce moment. Selon certains médias spécialisés, la hausse des taux renforcés permettrait aux banques de retrouver leur marge commerciale. Sachant que depuis la baisse de taux historiques, les établissements prêteurs finançaient à perte. Autrement dit, ça signifie que les banques pourraient de nouveau être motivées pour accorder des crédits sur certains profits, notamment celui des investisseurs. Car ce que les banques ne disent pas toujours, c'est que pendant la baisse des taux, les dossiers considérés comme complexes et peu rentables comparés au temps d'études étaient voués à être refusés. Par exemple,
C'était le cas des dossiers d'investisseurs associés de plusieurs SCI. Pour une simple opération, la banque doit étudier l'ensemble des projets d'investissement en cours. Un travail parfois long et fastidieux qui ne rapporte presque rien à l'établissement financier, sauf si l'emprunteur souscrit des services annexes, assurance, épargne, domiciliation des comptes par exemple. Alors que si les banques parviennent à gagner plus d'argent sur le crédit immobilier en lui-même, elles seront motivées à monter plus de dossiers complexes. La hausse des taux n'impacte pas tous les investisseurs. Les banquiers ne sont pas tous hyper calés en fiscalité. D'ailleurs, la plupart ne le sont pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un rendez-vous bancaire pour un proche qui investissait pour louer. Et le banquier n'a pas arrêté de répéter que le crédit qu'il souscrivait lui coûtait 2 fois plus cher comparé à son dernier investissement. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Tout simplement car si vous optez pour les frais réels, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt de vos impôts. Du coup, c'est une erreur de dire à un investisseur que son crédit va lui coûter plus cher puisqu'il gagnera d'un point de vue fiscal. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une résidence principale, c'est différent. Les emprunteurs ne peuvent pas déduire leurs intérêts d'emprunt. Le retour des taux variables. Comme je viens de l'expliquer, le problème majeur de la hausse de taux actuelle, ce sont des taux d'usure qui bloquent les investisseurs solvables. Alors, pour soutenir le marché et permettre la réalisation de projets immobiliers, certains établissements bancaires n'hésitent pas à s'adapter en proposant des solutions. Le retour des taux variables au mixte. L'objectif est donc que le taux annuel effectif global, TAEG, ne dépasse pas le plafond fixé par le taux d'usure. Pour rappel, le TAEG comprend à la fois le taux d'intérêt nominal et les frais liés au crédit comme les frais de garantie, les frais de dossier ou l'assurance emprunteur. En général, les taux variables démarrent à des taux plus faibles que les taux fixes. C'est donc une excellente solution pour contrer les effets dévastateurs de taux d'usure. Pour certains, les taux variables sont effrayants car ils signifient une possible hausse de l'échéance de prêt en cas de hausse de taux généralisée. Et donc, un décalage de trésorerie. Une solution existe pour sécuriser tout ça, le taux variable capé. Le retour des prêts à taux variable capé est une option qui permet de faciliter l'accès au crédit à un taux attractif, révisable à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des taux. Par exemple, vous pouvez obtenir un taux de 3,5% capé qui ne pourra pas dépasser les 5% en cas de hausse des taux. Autre solution, le prêt à taux mixte avec un taux fixe sur les 10 premières années de remboursement pour un emprunt sur 20 ans par exemple et variable par la suite. C'est une option très intéressante quand on sait qu'en moyenne la durée de tension d'un crédit immobilier est de 9 ans. L'emprunt sera donc terminé avant même l'application de taux variable. Assurance décès invalidité, ce que les banques ne disent pas. Quand vous empruntez pour louer un bien immobilier, vous n'êtes pas obligé d'adhérer aux mêmes garanties que pour le financement d'une résidence principale. D'ailleurs, sachez que la loi n'impose pas la souscription d'une assurance décès invalidité pour l'emprunteur. C'est la banque qui l'exige. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif, les garanties imposées sont souvent plus souples. Tout simplement car les banquiers sont rassurés par les loyers susceptibles de couvrir les mensualités de crédit. Alors, si vous empruntez pour louer un bien, la banque vous imposera d'avoir une assurance qui vous couvre au moins en cas de décès et invalidité, soit la garantie PTIA, perte totale irréversible d'autonomie. Bien entendu, vous pourrez choisir une assurance emprunteur plus complète pour couvrir votre crédit immobilier et bénéficier d'une meilleure protection. Les autres garanties possibles sont la garantie ITT, incapacité temporaire au travail, la garantie IPP, invalidité permanente partielle, la garantie IPT, invalidité permanente totale et enfin la garantie perte d'emploi. Si vous souhaitez réduire le coût de votre assurance emprunteur, je vous recommande d'opter pour le minimum obligatoire. En dehors de la réduction de garantie, plus d'autres avantages vous permettent de réduire le coût de l'assurance de prêt. Vous pouvez par exemple assurer qu'un seul des co-emprunteurs ou fixer des quotités différentes en fonction des revenus de chaque emprunteur. Pour finir, je vous recommande d'opter pour un contrat externe et non le contrat groupe commercialisé par votre banque. Vous pouvez facilement réduire par 2 le tarif de votre cotisation. N'oubliez pas que si le contrat qui vous intéresse respecte le principe d'équivalence des garanties,
votre établissement bancaire ne pourra pas vous refuser l'adhésion. Ce que les banques ne vous disent pas non plus, c'est que quand vous présentez une délégation d'assurance, elles vous proposent une décote pour que vous choisissiez leur contrat groupe. Enfin, comme je l'ai déjà précisé, les cotisations versées au titre de l'assurance emprunteur d'un investissement locatif sont déductibles des revenus imposables. Que peut-on négocier dans le financement bancaire? Dans le contexte actuel de hausse des taux, vous verrez que pas mal de banquiers mettent en avant leurs taux soi-disant plus compétitifs. Mais en tant qu'investisseur, le taux n'est pas un critère majeur puisqu'il est déductible des impôts. En revanche, si vous souhaitez faire jouer la concurrence entre les établissements bancaires, vous pourrez être attentif à d'autres éléments comme les pénalités de remboursement anticipé par exemple. Si vous prévoyez de rembourser votre prêt immobilier par anticipation en cas de revente, vérifiez s'il y a des pénalités associées à cette opération. Vous pourrez tenter de négocier la suppression ou la réduction de ces pénalités. Certaines banques seront aussi plus conciliantes sur la durée de prêt. La possibilité de mettre en place un différé ou encore de faire dépôt sur votre prêt. Le montant de l'apport personnel exigé est aussi important pour votre plan de financement. Il est donc préférable de choisir une banque qui accepte de vous financer sans apport si c'est ce que vous aviez prévu. Ces détails doivent attirer votre attention au moment du choix de l'établissement bancaire. Un avantage en échange de la domiciliation bancaire. Changement de RIB, nouvelle carte bancaire, perte potentielle de vos autorisations de prélèvement, le changement de domiciliation bancaire n'est pas sans conséquences. Alors oui, pour obtenir votre prêt immobilier, vous êtes peut-être prêt à faire certains sacrifices, mais la banque ne vous dit pas tout. Sachez que vous pouvez refuser la domiciliation bancaire, voire vous en servir comme un outil de négociation en votre faveur. C'est un des sujets essentiels dont je voulais vous parler aujourd'hui. Réussir à retourner la situation avec votre banquier et transformer en atout pour négocier des conditions de prêt immobilier plus avantageuses. La domiciliation bancaire est le fait de faire atterrir l'ensemble de vos revenus professionnels, fonciers et tous les autres vers un seul et même banque. Il s'agit alors de votre banque principale. Mais la banque a-t-elle vraiment le droit d'exiger votre domiciliation bancaire en contrepartie d'un prêt immobilier? Pour répondre clairement à la question, la banque ne peut pas vous obliger à domicilier vos comptes chez elle en contrepartie d'un prêt immobilier, et ce, en vertu de la loi Pacte. Mais dans la pratique, les choses passent autrement. La banque peut très bien mettre votre dossier en bas de la pile si vous refusez la domiciliation bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement car elle peut refuser de vous octroyer un prêt immobilier sans se justifier. Elle pourrait très bien considérer votre dossier d'emprunteur pas assez attrayant si vous refusez de changer de banque. Je vais vous dire ce que précise la loi concrètement. Vous pourrez vous servir de ça pour vos prochaines négociations avec votre banquier. Avant le 1er juin 2017, la domiciliation bancaire était souvent la condition requise pour obtenir une offre de prêt. Aucune loi n'empêchait de soumettre l'octroi d'un crédit immobilier à la domiciliation bancaire. En plus, cette pratique n'était encadrée par aucune loi spécifique. Mais à partir de 2018, la loi applicable s'est assouplie. La domiciliation bancaire pouvait être exigée par la banque en contrepartie d'un avantage spécifique autre que l'octroi de prêt lui-même. Par exemple, une baisse de taux ou encore l'absence de frais de remboursement anticipé. Cette exigence de domiciliation bancaire pouvait être conclue pour une durée maximum de 10 ans. Toutefois, la durée de 10 ans pouvait poser problème aux consommateurs qui avaient une volonté de changer de banque. Surtout que la plupart des prêts immobiliers sont remboursés avant 10 ans lors de la vente de biens. Ce qui aurait voulu dire que leur engagement continuerait malgré le remboursement de crédit. Alors, imaginez un peu pour un investisseur immobilier qui multiplie les financements. Finalement, la loi Pacte est venue mettre un peu d'ordre en vous donnant l'opportunité de négocier un avantage en échange de cette exigence. Désormais, la banque ne peut plus vous imposer la domiciliation bancaire, mais elle peut vous proposer une réelle contrepartie en échange de la domiciliation. Si vous l'acceptez, tout doit être inscrit dans le contrat de prêt immobilier, même la contrepartie obtenue. Il peut s'agir par exemple d'un taux d'intérêt plus avantageux, mais en tant que futur investisseur, je ne vous le recommande pas. De la suppression des frais de remboursement anticipé, des différents avantages sur les services bancaires comme la carte bancaire
Gold gratuite ou la diminution des droits de garde sur le PEA ou encore une suppression des frais de dossier. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la banque recommence à se rémunérer sur les prêts immobiliers avec la hausse des taux. Alors, il est probable que les banquiers soient plus conciliants sur la notion de domiciliation bancaire. Ce n'était pas le cas lorsque les taux étaient très faibles, car la domiciliation était la seule manière pour les banques de ne pas travailler gratuitement quand elles vous prêtaient de l'argent. Mais dans tous les cas, elles apprécient souvent que vous domiciliez vos revenus chez elles. Alors, le fait de refuser une proposition de domiciliation bancaire rend votre dossier emprunteur beaucoup moins intéressant à ses yeux. Vous prenez alors le risque d'essuyer un refus. Certes, elle ne peut vous refuser un crédit pour un refus de domiciliation bancaire, mais elle conserve le droit de refuser l'octroi de votre crédit sans avoir à dire pourquoi. Alors, ce que je vous conseille, c'est de voir la domiciliation bancaire comme un atout dans la négociation de votre prêt immobilier. Elle peut constituer un argument de poids en faveur de l'obtention de votre crédit immobilier aux conditions que vous arrangez. C'est ici que s'achève notre vidéo. Désormais, vous percevez le financement bancaire autrement. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour présenter un beau dossier à votre banquier. D'autant plus que vous savez maintenant ce qu'il attend et comment vous pouvez tourner tout ça à votre avantage. J'espère que ces éléments vous ont aidé à y voir plus clair et que vous encaisserez très rapidement. À très vite pour plus d'astuces immobilières.